Bon, et ben voilà, nous sommes prêts à commencer la présentation. Je rappelle le contexte sur cette modélisation d'un territoire de 380 hectares en hydrologie régénérative. Alors, le territoire, c'est en fait une propriété privée qui appartient à un seul propriétaire. Le sujet, c'est qu'on peut travailler sur un seul bloc, et on a l'université de la faculté de Jean Blou qui est active sur ce bloc unique depuis une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, avec des mesures, avec des études, avec différents tests. Et donc ça permet de faire un suivi sur le long terme. Et voilà, ces différentes parcelles agricoles sont principalement agricoles, sont exploitées par différents exploitants, des entrepreneurs et des agriculteurs. Et donc j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce projet pour amener un petit peu d'eau au moulin et fournir une vision disruptive, un petit peu plus originale, un petit peu hors des sentiers battus de tout ce qu'on pouvait faire en hydrologie régénérative. Pierre Barthes, qui s'est occupé de cette modélisation, et donc j'expliquerai plus sur la modélisation en cours de route vers les 2 tiers de la présentation avec ses résultats. Et il y aura un comparatif aussi. L'objectif, c'est de rendre visible là où l'eau, le sol se déplace, et puis comparer des solutions et voir aussi quels sont les effets des différentes techniques, de la végétation, etc. Alors ce n'est pas un catalogue de techniques, c'est un retour d'expérience, donc on parle d'un territoire réel, on cherche à objectiver ce qui se passe, et on va voir on va comprendre les trajectoires de l'eau, relier ces trajectoires aux pertes de sol, comparer les scénarios d'action, puis je vais vous expliquer en fait comment je travaille avec un petit niveau de détail. Et je pense que pour un plus grand niveau de détail, soit je fournirai des documents complémentaires ensuite, soit je ferai une autre vidéo. Bon, donc ici on voit bien que là on a les contours, donc le parcellaire agricole tel qu'il existe sur les 380 hectares. On voit que c'est essentiellement agricole. Alors évidemment j'ai réduit un petit peu le contraste de l'image pour qu'on puisse mieux voir ce que j'ai mis à l'écran. Et 380 hectares, et puisque c'est une des unités de mesure que nous utilisons régulièrement dans le monde actuel, c'est environ 540 terrains de foot. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du territoire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on est sur un double sous-bassin versant, et je vous montrerai ça aussi après. Donc on va étudier ces effets et comparer les solutions, ça je l'ai déjà dit. Alors la structure de la présentation, c'est d'abord la mise en contexte, c'est ce que je suis en train de faire. Tout ce qui est le keyline design, l'analyse et les solutions apportées. Donc en trois, les planifications et les solutions apportées, en tout cas que moi j'apporte. Et puis la modélisation, le travail la mise de tout ça dans la moulinette de la modélisation par Pierre Barthes et l'université, la faculté de Jean Blou, les résultats et les conclusions qu'on peut en tirer. Pour commencer, je recontextualise un petit peu la situation actuelle. Les changements climatiques en fait vont nous affecter surtout dans les extrêmes, donc dans les sécheresses qui vont être très fortes, prolongées, durables et systémiques, et les trop-pleins d'eau, les saturations des sols complètes, les hivers sans fin avec des pluies sans fin, et les inondations à ne plus finir, à n'en plus finir. Et donc en fait un contraste qui ne permet pas d'avoir une continuité dans l'absorption et la gestion des sols comme nous le faisons actuellement. Actuellement, nous sommes fort mécanisés et aussi fort accompagnés chimiquement, mais dans le futur, il faudra trouver des solutions plus structurelles, en fait. Donc voilà, donc selon différentes études, entre 60 et 90% des sols agricoles de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne sont dégradés, voire en état critique. Je mets toutes les sources en fin de document, vous pourrez aller les voir, et je les mettrai aussi dans la vidéo YouTube après de la présentation. Donc, notre but ici, ça va être de restaurer le cycle hydrologique et prévenir, anticiper, atténuer toutes les crises climatiques auxquelles on va faire face. Pourquoi un même territoire peut subir une sécheresse et un ruissellement et une inondation en même temps? Bien parce que le sol ne joue plus son rôle d'éponge. Donc les extrêmes se multiplient. Il y a trop d'eau à certains moments, pas assez à d'autres, ça j'ai déjà dit. Et c'est pas forcément contradictoire parce que si l'eau ne rentre pas dans le sol, elle poursuit sa course, elle ruisselle, et elle n'est pas non plus stockée pour plus tard. Donc on a plus de sécheresse. C'est une partie du problème. Mais donc restaurer les cycles hydrauliques, c'est pas ajouter de l'eau, c'est remettre de la capacité d'infiltration, d'atténuation, et de stockage et de régulation. Quelles sont les conséquences directes de la dégradation des sols? Eh bien, quand un sol se dégrade, il infiltre moins, il se structure moins aussi, et donc il aura un taux de renouvellement qui sera aussi altéré. Si on a plus de ruissellement, on a aussi plus de vitesse. L'eau s'accumule, et plus elle s'accumule, moins elle s'infiltre, plus elle va vite, plus les pentes sont longues, ou les pentes sont fortes, et plus elle va ruisseler vite, et donc emporter des matières avec elle.
il y a plus d'arrachement et de transport de terre. Donc ça veut dire aussi que même s'il pleut, à certains moments, il y a moins de recharge et moins d'eau disponible en période sèche par la suite. Donc on ne traite pas forcément l'érosion comme un sujet isolé, on traite une défaillance du cycle eau et sol. Alors, les pratiques d'hydrologie régénérative vont s'orienter vers la réhydratation du territoire, c'est-à-dire c'est planifier des aménagements adaptés, de raisonner l'usage des sols et s'adapter à la forme des paysages. Donc tout ça aussi fait partie du keyline design. On place des mesures là où elles ont un effet maximal, en amont sur les axes de concentration, sur les ruptures de pente, et en atténuation, en infiltration sur les bas-fonds. De nouveau, on va voir ça un peu juste après. Et puis, on a aussi raisonné et limité la durée où le sol est à nu, donc différencier les types de cultures, faire d'autres types de rotation. Alors moi, je ne suis pas agronome, mais bon, j'espère pouvoir profiter de l'expertise des agronomes de plus en plus. Et quand on va s'adapter à la forme, on va travailler aussi sur les courbes de niveau, ou avec les courbes de niveau, et toute la logique de la dynamique du bassin versant, pas à l'encontre du bassin versant. Donc ici on voit aussi donc une image d'une mare d'atténuation à gauche, d'un fissurage que j'ai fait au milieu où je vais aller soulever les sous-couches du sol, alors qu'en fait la pénétration du sol est extrêmement fine. On voit à peine ma main dedans, ma main, bon, voilà, c'est peut-être 2 cm de large, avec un travail en profondeur qui est important, et aussi une adaptation sur la forme du paysage qu'on voit sur l'image de droite et celle qui est tout à fait à droite, où là je suis en train d'effectuer un fissurage avant une plantation sur une houblonnière, qui a très bien fonctionné avec une très belle atténuation, d'ailleurs une infiltration des eaux de ruissellement, qu'on voit bien sur la partie ici, la partie verte, qui est en fait le couloir d'écoulement des eaux sur la dynamique du keyline. Un petit rappel sur l'hydrologie régénérative bis. On est sur la dynamique RISE. Alors il y a d'autres dynamiques qui existent, mais ici le but c'est pas de faire un inventaire de toutes les dynamiques, donc c'est de ralentir l'eau dans sa course vers l'aval par le positionnement de redans, de nous, donc de baissières, de reméandrer les rivières, donc toute une série de mesures qui servent à ralentir ou à rallonger en fait la durée et la longueur de la circulation de l'eau, infiltrée par des fossés filtrants, des haies, du fissurage. Toutes ces techniques sont transversales, on peut les faire bouger, mais c'était pour faire de l'exemple. Stockées dans le sol, dans les mares, dans les plantes, dans les racines, dans les citernes, si c'est nécessaire, pour pouvoir réabreuver ou réarroser plus tard. L'évapotranspiré crée du microclimat par le sol, les plantes, les haies, les arbres. Tout ça, c'est un système qui s'auto-entretient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, comme il s'auto-entretient, ça crée un système vertueux qui peut vite rétablir des cycles qui sont fonctionnels. Et on voit l'image à droite, ça c'est un projet que j'ai fait en Ardennes belge, où on a tout un système de keyline, de chemins spécifiques sur un vignoble avec des haies qui retiennent, des noues, des mares qui stockent. Enfin, en fait, tout ce que je viens de dire est à peu près représenté sur cette image. Bon, le but, c'est pas de faire un descriptif de ça, mais en tout cas, c'est assez explicite. Et la méthodologie pour y arriver, que j'utilise depuis une dizaine d'années, même un peu plus, c'est le keyline design, qui peut paraître un peu difficile de prime abord, mais une fois qu'on maîtrise le sujet, c'est un outil qui est très facile et qui peut permettre d'avoir une régularité et une constance dans la lecture du paysage et les techniques qu'on peut y associer pour trouver des solutions qui sont durables, et on peut s'y adapter de manière tout à fait spécifique. Et donc ça fonctionne par la hiérarchisation des structures qui utilisent la forme. On utilise la forme du paysage, donc du relief, des bosses, des fosses, des points clés, des crêtes, des sommets, et on va placer la bonne technique au bon endroit. Donc c'est pas, comme je le disais au début, ce n'est pas un apanage de technique, c'est vraiment de savoir placer la bonne technique au bon endroit avec le meilleur impact possible, et de le relier surtout de manière cohérente pour arriver à faire en sorte qu'elle se parle, qu'il y ait une redondance et qu'il y ait aussi plusieurs solutions, donc une résilience quand il y a des problèmes qui surviennent. Bon, ici nous sommes sur le projet en tant que tel, donc on a son contour et sa topographie à gauche, et on voit que les zones rouges sont les zones sommitales, les zones bleues sont les zones de vallée, et donc en fait que la gradation entre les deux nous permet de mieux saisir, de mieux visualiser le relief en 3 dimensions, avec un petit ombrage aussi qui nous permet de voir vraiment ça beaucoup plus explicitement, plutôt que simplement sur les courbes de niveau qui sont affichées ici aussi. Et donc on voit qu'on est sur deux micro-vallées,
qui s'orientent vers la Val, forcément ce sont des vallées, et avec différents points d'inflexion qu'on peut regarder à différents endroits. J'y reviendrai juste dans le prochain slide ou le suivant. Chaque fois qu'il y a un petit changement de pente, nous avons en fait probablement un point clé. Certains des points clés sont représentés ici. Donc on voit bien que là on voit des dépôts sur la route. On a déjà un indice de trajectoire de concentration. On voit qu'on a des axes de concentration de ruissellement qui sont artificialisés, donc les chemins. Donc ça on va prendre en compte. Ce sont des cassures, des césures en fait dans la topographie, dans la géomorphologie, mais ce sont des choses sur lesquelles on doit pouvoir se baser pour aussi pouvoir travailler. Ici par exemple nous avons l'effet d'un point clé, c'est-à-dire un changement de pente qui fait que l'eau ralentit et elle s'accumule, elle stagne et les matières organiques ralentissent aussi. Et à droite nous avons le design complet que j'ai fait avec toutes les mesures que j'ai ajoutées sur le territoire basées sur le parcellaire agricole et évidemment les infrastructures telles que les chemins et les obstacles, si on peut dire, comme les bois, les fossés, etc. Donc on y reviendra aussi. Voilà donc la situation du projet. Je rappelle 380 hectares et 540 terrains de foot. Alors pourquoi la géomorphologie? C'est important, en fait c'est fondamental, ça fait même partie des priorités dans le Keyline Design. C'est la forme du territoire, la forme du paysage qui intègre la topographie, mais aussi la géologie, la nature du sol, son historique. Et ça nous donne les formes que nous connaissons. Et il n'y a jamais de terrain plat, il y a toujours une petite pente, puisque toute l'eau arrive vers la mer. Alors pas toute, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des zones qui sont plus basses que le niveau de la mer, et donc c'est là que l'eau va se diriger sur certains territoires. Mais bon, on peut généraliser de cette manière-là. Et donc sur l'analyse en tant que telle, on va passer du sommet global, donc on voit la flèche que j'expose tout à fait à droite. Donc j'ai tronqué l'image parce que ce n'était pas intéressant de mettre toute l'image. Et chaque fois, du rouge plus foncé vers le jaune, on va avoir une différence d'un dénivelé de 10 mètres de proche en proche jusqu'à arriver sur le projet. Donc le projet, je passe autour avec ma flèche, il est là. Voilà, il est représenté ici. Je l'ai réorienté pour que ça puisse rentrer plus facilement dans le cadre de la présentation. Mais en fait, on voit que toute la ligne mauve ici est en fait ce que j'appelle ma crête primaire principale, qui part et dépend directement du sommet. C'est toujours intéressant de repartir du sommet le plus proche local pour trouver les dynamiques et les flux hydrologiques et autres. Je ne vais pas spécifier et autres pour l'instant, c'est trop d'infos. Et pour trouver des crêtes secondaires, comme nous avons ici deux crêtes secondaires, je vais dire principales les plus importantes. Donc les deux crêtes secondaires se retrouvent ici, sur l'image. Il y a celle-ci, il y a celle-là, et qui vont guider en fait toute notre lecture du paysage, notre lecture cartographique, qui a été bien entendu validée sur le terrain. Et puis chaque fois nous avons des petites crêtes tertiaires, quaternaires, peu importe comment on les appelle. Et au milieu de cela, eh bien, nous avons les petites vallées qui sont en bleu plus clair. Chaque fois qu'il y a un point, eh bien, c'est que nous avons un point clé. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un point clé. C'est un moment où la pente va changer. Donc, en fait, sur cette inflexion de pente, j'ai mis un schéma plus loin, on va avoir une décélération des flux hydriques et une accumulation des matières là, et donc possiblement d'inondation. Donc, c'est un point de repère dans la technique, dans la méthodologie du Keyline Design qui nous permet de façonner le design, la conceptualisation autour de ça de manière assez efficace. À partir du moment où on connaît les points de concentration, les points problématiques, on peut remonter jusqu'à trouver des solutions fortes en amont pour atténuer et anticiper en fait tous ces problèmes-là. Ici, j'ai fait un reportage photo sur quelques repères qui illustrent en fait chaque fois, ou à peu près chaque fois les points clés. Oui, on le voit, hein. Donc ça date un petit peu, donc je connais plus la présentation ou le dossier par cœur, mais en tout cas on voit qu'ici, hop, chaque fois qu'on a un point clé, ben, on a souvent une stagnation, un endroit où l'eau se concentre et reste en fait, hein, elle stagne. Donc chaque fois ce sont des opportunités, soit pour aller travailler sur de l'atténuation, mais de préférence ce serait mieux de travailler en amont. Et par exemple, ce qui est intéressant ici, et de nouveau que j'ai illustré aussi plus tard, c'est qu'en fait, comme d'habitude, et on le voit très bien aussi sur cette image-là, comme d'habitude, on travaille dans le sens de la pente, c'est ce qui est le plus facile. Donc les micro-sillons, que ce soit des petites plantations annuelles, du froment, que ce soit du ressemi, que ce soit de la prairie, que ce soit du charruage, vont aller le plus généralement dans le sens de la pente, et donc faire en fait un gigantesque toboggan pour la flotte qui va se déverser le plus rapidement possible, le plus efficacement possible
vers le bas, et qui donc ne va ni rester infiltré, et il va arracher le sol et la terre et la concentrer en bas. D'autant plus que quand on est en bas, on va avoir tendance à changer de sens, donc on a une verticalité du chemin de l'eau quand on descend, et puis en bas, il y a la clôture de prairie, la clôture de champ. Et la clôture de champ va souvent se passer en perpendiculaire, et donc l'eau descend, et elle atteint cette zone-là, qui aussi on change de sens, et donc en fait rejoignent le sens de la vallée principale, et tout ça, ça s'accélère et ça s'évacue, c'est comme un gigantesque drain. Donc en fait, si on doit fonctionner sur l'idée du Killing Design et de l'hydrologie régénérative, on fonctionne absolument de manière tout à fait à 180 degrés de ce qu'il faut, donc tout à fait à l'envers. Bon, nous arrivons maintenant dans les propositions. Alors, il n'y a pas trois types, il y a trois types de types de mesures, pardon. Bon, en fait, ce sont toutes les mêmes mesures, sauf que j'ai tenu à les différencier pour une question de lisibilité. Donc d'abord, on va passer sur tout ce qui est culture. Donc changement de type de culture, ou en tout cas trouver des cultures préférentielles pour certains endroits plutôt que d'autres. Donc si on reprend cette carte, ce schéma sur la droite, l'aval est bien sur la gauche, l'amont pardon, est bien sur la gauche, du côté des cultures conventionnelles, et l'aval va aller vers la droite avec nos deux grandes vallées qui se situent sur ces axes-ci, là où ma flèche bouge. Donc en contrebas, j'aurais tendance à... Alors, il est très important dans le cahier des charges de préciser que la demande, c'était que les mesures que j'allais proposer soient acceptables. Donc l'acceptabilité des mesures est un critère de choix et prépondérant. Donc je n'ai pas poussé le bouchon, je suis à 50-60% de ce qu'il est possible de faire dans un monde idéal. Donc c'est très bien parce que pour moi c'est aussi un exercice d'adéquation avec la réalité du terrain et la réalité économique, la réalité technique. Et donc les prairies, je les ai plutôt mises en bas. C'est-à-dire que comme on va de toute façon pas pouvoir faire des interventions qui seront extrêmement efficaces en amont, là où ça a le plus d'impact, même si j'en fais, hein, je vais quand même avoir un surplus qui va arriver vers le bas. Et donc la meilleure façon d'infiltrer, parce que la meilleure façon d'infiltrer d'abord, c'est d'avoir un couvert végétal qui soit performant, et qui soit avec un bon enracinement. Donc j'ai préféré mettre des prairies à certains endroits stratégiques qui sont plutôt vers l'aval plutôt que l'amont. D'autant plus que c'est souvent des zones plus humides, parfois moins ensoleillées, etc. Donc voilà, c'est aussi des zones qui sont potentiellement plus difficiles à exploiter au niveau des machines. Et quand on est sur une prairie, eh bien, on a une mécanisation qui est moins importante, on a passé moins souvent avec des machines. Alors dans cette zone-là, puisqu'on est dans le Brabant wallon belge, c'est pas forcément les prairies, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, plus rentable ou plus répandu. Donc là, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin et me dire bon, on va quand même proposer des prairies. Tout ce qui est vert clair, ce sont des cultures à fort ancrage plutôt, si je peux en amont, mais souvent à mi-pente, pour de nouveau atténuer les effets de ce qu'on ne peut pas pousser comme technique. Et là, je vais plutôt entendre de pluriannuels, des pérennes comme de la sylphie, voire du miscanthus, qui n'est pas forcément avec un ancrage aussi performant que de la sylphie. Par exemple, je parle de sylphie parce que c'est une plante qui est assez plébiscitée pour l'instant du fait de sa productivité, de sa rentabilité. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Du seigle, c'est aussi très intéressant, mais voilà, c'est pas du tout la même itinéraire technique. Et enfin, j'ai laissé quelques exploitations conventionnelles pour éviter d'aller trop dans l'innovation, parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement aussi discuter avec des agriculteurs du coin, des exploitants ou d'autres personnes qui seraient intéressées. Pourquoi pas? Et donc l'idée, c'est de ne pas braquer personne. Alors, la deuxième mesure, ce sera, ici je vous montre en fait l'effet donc cultiver dans le sens de la pente. Voilà, donc ici on cultive dans le sens de la pente, surtout à partir de l'amont. Donc là on a peut-être 4, 5, 600 mètres de champ avant d'arriver là où on est sur la photo, à chaque fois ici aussi. Et vous voyez qu'en fait la clôture de champ, qui est forcément inondée, puisqu'en fait elle connecte la verticalité avec l'horizontalité, le changement de sens de l'eau qui va déverser vers l'aval. On connecte tout ça et ça nous fait forcément des accumulations et une fois qu'on est en saturation, boum, ça va continuer son chemin vers le fond de vallée et continuer à créer des problématiques d'inondation et de surplus, en particulier quand on a des épisodes qui sont extrêmes, quoi. Je vous laisse la possibilité aussi dans le replay de faire pause et de lire un petit peu ce que j'ai mis là, c'est fait exprès, c'est en complément de la présentation. Alors, la deuxième grand paquet de mesures, ce sera
de faire du fissurage et de travailler à contre-pente, donc de changer le sens de culture. Donc le sens de culture, je l'ai changé en mettant quelques petites lignes blanches qui sont évidemment le plus possible perpendiculaires à la pente. Ça veut dire aussi qu'il y a un remembrement nécessaire. Il sera aussi nécessaire dans les mesures que j'ai mis après. Tout ça, toutes ces mesures-là sont intégrées les unes aux autres. Donc il n'y a pas, dans l'architecture globale, elles sont toutes mises ensemble. Je les ai juste débrayées ici pour qu'on puisse pouvoir mieux les comprendre. Mais sinon, elles sont toutes intégrées dans le schéma qu'il a une hydrologie régénérative globale. Et donc j'ai aussi eu une réflexion stratégique sur, ok, on remembre, on change le parcellaire, mais j'essaye quand même de garder des parcelles qui sont assez longues et le plus rectiligne possible. C'est pas toujours évident, mais pourquoi pour aider, de nouveau, soutenir l'acceptabilité des mesures et aider à la gestion, puisque sur 380 hectares, on est évidemment sur une mécanisation intensive, et ça, on ne va pas tous se pointer avec une charrue et un cheval de trait du jour au lendemain. On voit aussi que j'ai proposé de travailler à contre-pente sur des zones où il n'y a pas eu forcément de fissurage. Le fissurage, je l'ai je l'ai conceptualisé sur des zones qui étaient vraiment, vraiment à risque, avec soit une forte pente, soit une pente très longue, donc sur des endroits stratégiques, et on le voit relativement en amont du bassin versant, enfin, du sous-bassin versant. On voit les effets du sous-solage ici, ça c'est la photo ici que je souligne, c'est là où on voit le tracteur que je vous avais montré tout à l'heure, et on voit l'écoulement principal très clairement sur la photo aérienne. Et feedback reçu un an plus tard, en fait tout ça a été atténué à 90%, grâce rien qu'à ce fissurage, et on est purement sur du keyline, là donc on travaille sur les points clés, les points les plus importants, avec un lissage des courbes, pour que ce soit travaillable aussi au niveau mécanique, et un fissurage tout simplement. Donc je remets des images du fissurage de l'outil, qui est ici. Je ne m'attarderai pas sur l'outil, mais je vous invite à rester connecté à mes réseaux, puisque je vais le décrire prochainement, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et on voit le résultat ici aussi. Alors le schéma de changement et de rupture de pente sur le point clé, il est affiché sur l'image en plein milieu. Je vous laisse faire pause et le lire, et je vous invite aussi à aller voir une vieille vidéo où je fais le clown et j'explique le keyline design pour les nuls. Alors, je fais le clown sans doute, mais la vidéo reste, je pense, assez pédagogique, j'ai des bons retours dessus, donc ça vaut peut-être le coup, ça dure 3 minutes je pense. Alors, le paquet de mesures numéro 3. C'est le plus dense, le plus complexe, le plus, je veux dire, inacceptable, le plus innovant. Voilà, pour moi, dans mon esprit, il n'y a rien d'innovant, mais c'est en termes de paysage tel qu'on le connaît dans l'agriculture conventionnelle, et en termes d'acceptabilité, évidemment, là, on commence à jouer des coups, quoi. Donc on va aller sur la restructuration de parcelles, mais qui n'est pas différent de ce que j'ai déjà montré dans le sens de culture, donc dans les mesures numéro 2. Et on va casser le ruissellement pour l'infiltrer un maximum grâce à toutes sortes de techniques. Donc j'ai mis de l'agroforesterie, des zones où je mets des saules têtards, des trognes, pour absorber le surplus là où ce n'est pas possible. À savoir qu'un saule, ça peut absorber entre 600 litres et 4 mètres cubes d'eau par jour. Alors les sources varient très fort, donc je n'ai pas vraiment trouvé de source, mais enfin on peut déjà imaginer quel impact ça a. Et tout ce qui est route, donc j'ai aussi fait des petites modifications de route, de voirie, pour les surélever, pour créer quelques petits barrages à certains endroits avec des exutoires stratégiques. J'ai condamné quelques zones qu'on voit aussi de part et d'autre, pour faire en sorte que c'est là où on n'arrive pas à retenir l'eau et à l'infiltrer en amont, et ben, quand on arrive dans ces zones-là, en plus, on augmente en fait la capacité d'absorption, de déphasage, donc de stockage de l'eau, donc le fait que ces mares sont des assecs ou sont des trous ou ne sont pas remplis en permanence, et quand il y a un afflux d'eau parce qu'il y a un surplus, en fait elles vont se remplir et elles vont se vider plus doucement, et donc il y aura donc elles vont infiltrer aussi, puisque ce sont des mares qui ne sont pas perméables, et donc on va déjà avoir un effet d'atténuation important. Donc les mares, en fait, sauf si elles sont imperméabilisées et qu'elles servent déjà de stock stratégique, elles servent surtout pour de l'atténuation. Et quand on les voit ici, elles ont l'air tout petites, mais en fait, en vrai, elles sont assez grandes. Et alors,
un élément qui est assez important, c'est que souvent on me dit oui mais bon moi ça m'intéresse pas de faire des mares parce que ces mares, ça empiète sur ma surface agricole utile ou enfin sur mes zones de culture, sur ma surface de culture. Et moi j'ai tendance à dire qu'en général les mares ou les endroits qui sont trop secs en amont sur lesquels on va plutôt mettre du bosquet ou du buisson ou même peut-être de l'agroforesterie à travers laquelle on peut très bien circuler, eh bien ce sont des zones qui sont souvent problématiques quand on est dans l'excès climatique. Donc quand on est dans ou l'excès météorologique, quand on est dans l'excès en sécheresse, bah, du coup c'est ingérable, c'est beaucoup trop dur, c'est séchant, ça ne pousse pas, il n'y a pas de racines, c'est en plein vent, bref. Quand c'est en excès d'eau, on ne sait pas y circuler, on s'embourbe, on appelle le voisin 3 fois par an, par zone, pour se désembourber, où on en fait des zones de maïs pour les sangliers. Alors c'est très bien hein, pour les chasseurs, parce qu'il y a beaucoup de chasse aussi. Donc moi je critique pas, je juge pas. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des zones qui sont de toute façon identifiées comme étant problématiques, et sur lesquelles moi j'aurais tendance à dire, bah, qu'est-ce que tu as à perdre à mettre 1000, 2000, 3000 mètres carrés de zone où tu ne vas plus et tu la laisses s'infiltrer, que tu peux même déclarer dans la PAC, voire même obtenir des subsides pour cette création de zones-là, et en fait qui va régler un tas de problèmes sur lesquels on va pouvoir travailler en amont et augmenter en fait la rentabilité, le rendement, la facilité logistique et l'importance, l'importance moyenne des sols qu'on aura sur l'amont. J'ai dit amont tout à l'heure, je pense que c'était aval, mais voilà, donc j'ai aussi positionné des exutoires à des endroits qui sont stratégiques, et chaque fois qu'il y a un exutoire, alors ici on voit une toute petite ligne jaune, ça va être difficile de voir sur un écran vidéo, mais toute petite ligne jaune, ça ce sont des exutoires avec des bandes enherbées tout autour, qui sont les bandes enherbées, ce sont des bandes subsidiées, donc je les ai aussi calquées sur les subsides de la PAC. Et on a mis des redans dedans, voilà, comme ça, il y a des petites trônes, il y a de l'agroforesterie qui se situe à contre-pente. L'agroforesterie, ça crée un petit butage, souvent on ne va pas aller euh, cultiver dans le quadrillage des arbres, mais dans le côté longitudinal, et donc à force, ça crée un petit butage qui permet à chaque fois de retenir l'eau, de la laisser s'infiltrer, et donc d'avoir aussi plus d'ombrage, plus de matière organique, donc ça a plein d'avantages de faire ça dans le bon schéma, dans le bon contexte. De nouveau, pas une technique qu'on applique comme un tampon sur un formulaire, quoi. Voilà, alors j'ai assez peu travaillé avec des fascines parce que les fascines c'est un élément qui est souvent repris pour des solutions de court terme ou de moyen terme, mais qu'en fait il faut renouveler régulièrement. Donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus durable. En tout cas, c'est facile à mettre en œuvre, mais ce n'est pas très durable. Voilà, vous avez différents types de plans avec un vectoriel sur fort contraste, faible contraste et puis géoréférencé. Et bah, je vous laisse le loisir de regarder tout ça. Vous avez la légende que j'ai laissée ici exprès si vous en avez envie. Alors, aussi, pour votre bonne lecture, j'ai mis un fichier, donc une feuille pédagogique, qui est à mon avis pleine de fautes de frappe, mais ce n'est pas grave, mais sur laquelle vous pourrez peut-être vous délecter, j'espère, pour la lire et comprendre mieux ou de manière plus efficace. C'est un extrait en fait, j'ai pris un extrait de toutes les mesures enfin, du territoire, où il y avait une concentration de mesures importante, et je vous montre comment elles s'interconnectent les unes avec les autres, euh, quels sont leurs impacts, quelle est leur continuité, et comment en fait tout ça a été modélisé sur un petit zoom en fait. Vous avez vraiment de quoi lire là. Voilà, je ferai peut-être à un moment une description complète ou un dossier complet, je pense, sur cet effort de conception-là, mais ce n'est pas le but ici, puisqu'on va bientôt arriver à la modélisation et en fait aux chiffres qu'on peut retirer. Puisque le but de cet exercice, c'est aussi de pouvoir mettre des chiffres sur quelque chose, l'hydrologie régénérative, qui est fortement en manque de retour, de quantification, en fait. Qualification, oui, mais quantification assez peu. Je vous redécris aussi euh, quasiment toutes les mesures que j'ai proposées. Donc l'agroforesterie, les herbages, les cultures à fort ancrage. Avec voilà, par exemple pour les cultures à fort ancrage, j'ai mis que c'était sur des parcelles stratégiques, et un peu plus sur l'amont, qu'on travaillait sur des pluriannuels ou des cultures permanentes, qu'on travaille avec du sorgho, du seigle, du miscanthus, de la sylphie. Et c'est un compromis de rendement,
parce que ce sont des zones plus faciles qui peuvent rester quand même en culture relativement conventionnelle. Voilà, donc je vous ai un peu décrit aussi le système de l'agroforesterie. Alors l'image de l'agroforesterie ici, c'est une image tirée d'une banque de données, c'est pas forcément la plus intéressante, parce que c'est plutôt une image de sylviculture que de l'agroforesterie. Enfin bon. Et alors, sur les bandes enherbées, vous avez deux photos à gauche ici. C'est la même parcelle, c'est le même projet. Et donc j'avais envie de vous raconter une petite anecdote où ils sont trois dans un GAEC dans le nord-est, le Grand Est français. Donc j'avais été faire un peu de coaching sur plusieurs exploitations agricoles là-bas. Et là, ils sont trois associés, et en fait, il y en a deux qui voulaient mettre des mesures agro-environnementales pour corriger les effets négatifs de l'hydrologie, enfin, l'hydrologie mal gérée. Donc, ils ont eu un cours sur l'hydrologie régénérative et tout, donc ils savent bien comment ça fonctionne. Il y en a un des trois que ça embêtait fortement, parce qu'en fait, ils devaient ne plus cultiver en ligne droite, et ils devaient cultiver en plus, normalement, à contre-pente. Et voilà. Donc, pour, euh, pour trouver un compromis, on a l'image du dessous qui montre, en fait, ils ont accès à tout un sommet et la plus grande ligne droite fait jusqu'à 1 km. Et donc, on a conclu qu'on allait faire une grande courbe de niveau stratégique, qui est celle qu'on voit au-dessus de l'image, une autre un peu plus droite sur le bas, pour éviter de toujours aller sur les courbes de niveau dans la parcelle. Et on voit l'effet, directement l'effet, donc ça c'est une pluie de septembre, cette année-ci, où on a en fait les ruissellements concentrés, qu'on voit très clairement. Et puis hop, ils sont atténués par une bande enherbée, donc j'ai conseillé de mettre 2 fois une bande enherbée, je pense, que de 6 mètres pour éviter d'avoir trop d'empiètement sur les cultures. Et tout de suite, en fait, la répartition horizontale de ces mesures, enfin de l'eau, grâce à ces mesures, donc en fait un ralentissement et une déconcentration, donc une diffusion horizontale de l'eau, donc une infiltration plus importante et une irrigation passive plus importante, un stockage dans le sol plus important, moins d'érosion, enfin tous les principes d'hydrologie, quoi. Ici, c'est un projet où on voit des W qui sont très importantes, qui absorbent énormément, surtout même sur un sol sableux. Et je vais dire en particulier, parce qu'ici c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, et sur lequel le sol sableux en fait risque de fort percoler. Or, le fait d'avoir un réseau racinaire fait percoler et ancrer l'eau, pénétrer l'eau dans le sol, mais permet aussi d'avoir un échange et une temporisation. C'est de nouveau une temporisation, donc la place de filer tout de suite dans le sol jusqu'à la nappe phréatique ou la roche plus dure en dessous, et bien du coup on a de nouveau une atténuation grâce aussi au microclimat, à la biomasse qui va créer un humus, etc. Donc tout ça, ce sont des ensembles qui s'auto-soutiennent. Le placement stratégique de routes, de chemins, qu'on voit ici sur un projet que j'ai déjà montré et que je ne vais pas décrire, mais les chemins peuvent être conducteurs, ils peuvent être collecteurs aussi. Donc ici on a les chemins collecteurs par exemple, qui est horizontal, donc sur une keyline qui fait 800 mètres, et un chemin conducteur qui va aller déposer les surplus dans une mare de stockage, ou encore des fossés qui récoltent en fait l'eau de l'amont pour l'infiltrer et puis l'évacuer ou la stocker dans des mares avant de pouvoir la répartir de nouveau dans le sol pour faire de l'irrigation et du stock dans la nappe phréatique. Donc on revient sur des zones humides, des zones tampons, des mares de stockage, des noues, donc des solutions qui sont basées sur... donc il y a des noues horizontales, ce sont des solutions qui vont nous permettre de capter l'eau sur une courbe de niveau par exemple. Parfois il y a des noues qui sont en pente, qui vont me permettre de diriger un surplus d'eau à un certain moment vers un endroit stratégique particulier. Donc tout ça, ce sont les mesures que j'ai proposées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient tout au complet, mais en tout cas vous avez l'illustration ici avec des explications et des plus et des moins pour chaque technique que j'ai proposée. Ici, nous sommes sur le bassin versant du Chastre, donc c'est là où l'université a mesuré une perte jusqu'à 17 tonnes par hectare par an en perte de sol. À savoir qu'une perte normale qui peut être soutenue par un renouvellement naturel du sol, grâce à la dégradation des matières organiques, etc., c'est environ 1 à 5 tonnes en fonction de la région, donc on peut l'estimer à 4 à 5 tonnes. Donc 17 tonnes, ça correspond environ au poids de 3 éléphants adultes, pour vous donner une comparaison, des éléphants en forme de terre. Et sur tout le bassin versant, donc en fait sur toute la surface agricole, on avoisine une perte de 6000 tonnes par an. Donc les maisons qui représentent ces 6000 tonnes n'indiquent pas un volume mais un poids, en considérant que chaque maison fait environ 100 tonnes. Mais bon, voilà, c'est pour donner une idée graphique et imagée de la perte
de sol qu'on peut mesurer par an sur ce bassin versant. Il faut faire attention à la notion de perte de sol. Les sédiments déplacés restent en grande partie à l'intérieur du bassin versant, pas nécessairement à l'intérieur de la parcelle, avec une partie variable qui peut être exportée en dehors du bassin versant. Ici, nous avons les différents scénarios qui ont mené aux modélisations. Il y en a 9 qui ont été créés par Vincent Cantrell durant sa thèse en 2019. Il y en a 5 qui ont été réalisés par Nat Agriwal. Et puis il y a le mien en dernier. Moi, j'ai fait qu'un seul scénario qui est déjà bien complet. Donc il faut savoir qu'entre les scénarios de 2019 et celui de 2025, il y a une évolution technique notable quand même, et une évolution des morts, une évolution de la compréhension. Donc il y a aussi une évolution de qualité, et on verra plus loin en fait que ça a une incidence sur les résultats. Depuis ces notions, et la sensibilisation à ces matières a largement explosé, tant mieux d'ailleurs. Et on va retenir ici 3 études qui sont représentatives à différents niveaux. Donc une de Cantrell, le scénario 5, une de Nat Agriwal qu'on appellera scénario 105, et la mienne qui sera le scénario 10. Voilà. Alors le modèle, le moteur, donc le logiciel si on veut, pour effectuer la modélisation, c'est ce qu'on appelle le modèle Russell. Le modèle Russell travaille avec tout ce qui est érosivité, topographie et donc aussi énergie des flux, longueur de pente, etc. La couverture du sol, donc la protection par le couvert végétal, les pratiques culturelles, l'érodibilité, la fragilité du sol, certains se laissent emporter plus vite que d'autres. Je vous laisse lire, hein, donc de toute façon vous avez accès à cette, ou vous faites une capture d'écran, ou vous suivez mes réseaux pour avoir le PDF qui paraîtra après cette vidéo. Et puis les pratiques culturelles, donc les aménagements anti-érosion ou les pratiques au sol comme les haies, les bandes enherbées, etc. C'est ce qui va nous permettre d'en retirer des résultats et de les mitiger, de les détailler avec des comparatifs. Bon, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et pour les curieux ou les spécialistes, c'est les références à garder en tête. Avant d'arriver dans le cœur du sujet, j'aimerais ajouter une petite précision, c'est qu'il faut différencier au niveau du vocabulaire la perte de sol et l'érosion, ici. Donc la perte de sol est due à l'érosion hydrique et aératoire. L'érosion aératoire, c'est celle qui est due au travail, notamment le travail de la terre, et le travail mécanique, et l'érosion hydrique, évidemment tout ce qui a trait à l'eau, et en particulier les précipitations et leurs conséquences, dont le ruissellement. En fait, il faut distinguer la perte de sol et l'exportation de sol en dehors du bassin versant. Dans le cas du déplacement de sol, du déplacement des terres à l'intérieur du bassin versant, les sédiments déplacés restent en grande partie à l'intérieur, et pas nécessairement à l'intérieur de la parcelle. Donc ça voyage évidemment, parce que la Terre ne s'arrête pas à la limite cadastrale. Une partie variable peut être exportée en dehors du bassin versant, en particulier quand on a un phénomène météo important et intense, comme nous on a eu en 2021. Bon là c'est évident que la surcharge déverse beaucoup plus de matériaux hors du bassin versant, c'est normal, tout ne peut pas rester dedans. Pourquoi on parle de ça? Parce que le modèle Russell a évidemment ses limites, et ça va calculer l'érosion hydrique qui est observable dans un bassin versant donné. Ce qui est notre cas ici. Next. Voilà, alors les premiers résultats, qui sont aussi les plus simples, nous avons 4 grands résultats distincts, qui vont nous permettre de tirer des conclusions à la fois sur le modèle utilisé, sur les comportements observables avec ce modèle et les mesures qui sont proposées. Ici, le premier résultat le plus simple de compréhension, c'est quand on appuie sur Play, en fait, qu'est-ce qui se passe? On met tous les paramètres qu'on avait avant, les fascines, les changements de culture, etc. Pas tous les paramètres, et ça je vous expliquerai plus tard. Qu'est-ce qui se passe? En fait, eh bien, le verdict est évident. On a une réduction brute de la perte en sol, voilà, donc je calcule ici à droite, avec nos 3 scénarios qui sont mis en évidence. Et mon scénario, donc le 10 d'AgriLandscape, réduit l'érosion de 27%. Donc on gagne, entre guillemets, on gagne, ou du moins on ne perd plus l'équivalent de 1600 tonnes. 1600 tonnes sur l'ensemble du bassin versant observé. Et 1600 tonnes, c'est l'équivalent observé de 80 camions de terre arable qu'on a ici. Ce qui vous donne une idée du volume. Et de nouveau, il faut quand même faire un ratio poids-volume qui est entre 1,35 et 1, donc à 1 mètre cube de terre, la terre peut peser entre 1,35, 1 tonne,35 à 1 tonne,7, 1 tonne,9 si c'est de la terre mouillée par mètre cube. Donc il faut aussi pouvoir... donc on a moins de volume que ce qu'on a de poids qui est exporté. Mais c'est pas grave, c'est une illustration qui vaut ce qu'elle vaut et qui donne déjà un peu de perspective. Alors pour le scénario 105, on arrive à moins 4%, donc l'équivalent de 240 tonnes, et le scénario 5 qui nous fait gagner jusqu'à 8% de terre non érodée, donc environ 500 tonnes. Donc on ne considère pas la surface cultivée qui pourrait être affectée, mais simplement l'effet brut de l'érosion. Ça c'est le premier résultat, il y en a 4. Donc le deuxième,
le deuxième grand résultat, c'est plutôt un constat, c'est quel est l'impact des mesures sur la surface cultivée. On distingue bien la surface cultivée, qui est la surface effective qu'on peut exploiter pour l'agriculture, et la surface agricole utile, la SAU, c'est important, qui est la surface totale utilisable et théorique selon le cadastre et le plan de secteur. Enfin, théorique et non théorique, en tout cas, elle est cadastrée, elle est mise au plan de secteur. Dans notre cas, la SAU, la surface agricole utile, ne change pas. C'est la surface cultivée qui est affectée par la superficie des mesures. Donc la superficie des mesures, c'est leur emprise au sol. Une haie, c'est une emprise au sol. On ne peut plus cultiver là où on met une haie. On ne peut pas cultiver là où on met un arbre. Quand on met une mare, on ne peut plus cultiver à la place de la mare, etc. Donc le fait d'installer une mare ne change pas la surface agricole utile, la SAU, mais change la surface cultivable et cultivée. Donc ça, c'est important de distinguer. Donc si sur un hectare, je mets une mare de 1000 m², par exemple, qui est une petite mare, en sens paysager, je consomme environ 10% de mon hectare. Donc ma SAU reste 1 hectare, mais ma surface cultivée de 0,9 hectares. Alors mon scénario 105, ici, lui, il me donne une consommation en surface de 7% du total, donc 23 hectares de la SAU. Le mien de 17%, donc 59 hectares, et le numéro 5 de 4,6%, qui est l'équivalent d'environ 16 hectares. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que réduire l'érosion de 27%, comme on a vu avant, ça demande d'occuper une surface de mesure d'environ 17% de la surface. Mais ce n'est pas l'unique vecteur, évidemment. Donc plus on veut réduire l'érosion, plus on doit transformer de surface, ce qui est logique. Et ce n'est pas forcément proportionnel, ça dépend de l'efficacité et de la bonne stratégie des mesures qu'on va voir après. Mais c'est pas, par exemple, le scénario 10 consomme beaucoup d'hectares, mais il a une efficacité qui est plus importante par rapport à la consommation d'hectares. Le suivant. Donc, regardons maintenant l'effet ou l'impact de ces mesures-là. Alors ce graphique, il faut bien le comprendre, il nous sert à repérer des mesures qui déplacent le problème plutôt que de le résoudre. Donc cet indicateur sert à montrer si les aménagements ont été installés dans des zones à forte érosion hydrique ou pas, et c'est important. C'est-à-dire, est-ce que l'occupation en surface nécessaire pour installer les mesures anti-érosives a une efficience suffisante sur l'effet bénéfique pour contrer ou limiter l'érosion. Voilà, je vais l'expliquer ici. On voit que le scénario 105, par exemple, génère, selon le modèle, plus 3% d'érosion. Et vous comprenez aussi pourquoi j'ai pris le 105, parce que c'est celui qui va aller le plus dans le rouge par rapport aux autres. Et pour pouvoir donner de la comparaison, évidemment, de l'esprit de comparaison et comment est-ce que le modèle fonctionne et que les scénarios ont une efficience ou non. Donc, il génère environ plus 3%, donc plus 2,8% d'érosion qu'avant. Alors, ça ne veut pas dire que ça a un impact négatif, mais ça veut dire que l'efficience ou le coût en surface par rapport à l'effet final n'est pas optimal, ou le placement n'est pas optimal. Le placement dans les parcelles n'est pas optimal. A contrario, dans ma pratique, donc Agriland qui est ici, on va avoir une baisse de 12%. Donc ma pratique d'hydrologie régénérative, de lecture du paysage, et particulièrement sous l'angle du Keyline Design. Donc mon scénario a l'efficience la plus forte de l'ordre de moins 12%. On réduit l'érosion de moins 12%. Puisque j'ai évidemment placé mes mesures à des endroits très stratégiques, en amont et en préventif, et en aval et en atténuation, pour décupler l'effet sur l'érosion. Donc ce ne sont pas des rustines, mais ce sont bien des placements systémiques qui vont avoir des effets boule de neige. Alors, donc ceci est le dernier slide sur les résultats de l'étude. C'est intéressant, peut-être un peu provocateur. En tout cas, ça permet d'avoir des interrogations et ça permet de nouveau remettre de l'eau au moulin dans la perspective et la mise en abîme, si j'ai envie de dire, sur ce type de modélisation et comment est-ce qu'on fait un rapport entre le type de mesure, leur placement et leur efficience et leur consommation en surface. Donc, on mesure combien la perte de sol par érosion diminue en fonction de la surface de terre arable qu'il faut convertir. Donc, dit autrement, c'est la consommation de terre arable par rapport à l'efficacité de la mesure anti-érosion. C'est un simple rapport, il n'y a pas d'unité. Et en 105, on voit que l'efficacité est de 10. Pour moi, c'est de 27 et le scénario 5 est de 31. Donc, on pourrait se dire, tiens, finalement, le scénario 5 est le plus impactant et le plus efficace. Alors, même si c'est plus nuancé que ça, dans tous les cas, on peut en retirer un indicateur utile pour généraliser et convaincre un certain public plus conventionnel.
qui serait basée sur l'efficacité. Donc plus conventionnel, j'entends un agriculteur, un élu, voilà, c'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas c'est celle qui permet d'avoir un rapport sur investissement et ou une dépense, une consommation en terre par rapport au résultat qui est moindre. Donc ça parle, mais ça reste assez limité. Donc ce sont un peu, on est plus de l'ordre de la rustine que de l'ordre de changer de la chambre à air et voir tout le système de fonctionnement de la roue de vélo, quoi. Donc, si le scénario 5 est le plus rentable en termes économiques, enfin non, ce n'est pas le plus rentable. Donc, le scénario 5 n'est pas le plus rentable en termes économiques, mais il est le plus efficace en termes de réduction de perte de sol par rapport à la réduction de la surface cultivable. Ça, c'est important. Donc, pas en termes de réduction totale de perte de sol, mais pour ça, je vous renvoie au slide précédent, en fait. Donc, voilà, pour X surface consommée, ça c'est le résultat du tableau ici, on a Y, réduction d'érosion. Et en contre-exemple, ce scénario 105 n'a pas un impact négatif sur la perte en sol. La valeur absolue en perte de sol, donc en tonnes par hectare par an, diminue, mais la valeur relative de la perte en sol augmente, car les zones cultivables, en fait, où les aménagements ont été installés, sont peu érosives. Donc c'est pas très stratégique, en fait. Ce ne sont pas des zones où on fait un effet A, on met un effet de facteur 1, et on a un résultat de l'ordre de 10. On met un effet qui coûte 1, et puis on a un résultat de facteur 2. Mais par contre, on a consommé 10 de sol, et donc le résultat, l'efficacité n'est pas forcément la meilleure. Quand je dis on a consommé 10 de sol, je vous renvoie au troisième slide juste avant ceci. Donc ça veut dire que la moyenne de l'érosion des zones cultivables augmente quand même. Bon, maintenant qu'on a vu ça, sur quelles sont les limites au modèle et qu'est-ce qu'il faudrait en retenir. Alors, toutes ces mesures ont un impact sur l'érosion. Il est réel, il est mesuré. Donc, sur sa réduction, évidemment. Et de par leur nature, leur remplacement et leur combinaison, leur efficacité varie et leur emprise au sol aussi, évidemment. Donc on met ça en relation avec certains autres facteurs, comme des facteurs objectivables, comme la surface cultivable. Certains facteurs techniques ou qualificatifs ou qualifiants ne sont pas pris en compte comme on le voit ici. Donc par exemple, on ne traite pas d'agroforesterie, de productivité verticale, ni de tout ce qui est biomasse ou biodiversité. Alors si certains considèrent que l'agroforesterie, ça a un vrai impact sur le ruissellement quand il est bien placé, il faut bien le placer, et il faut faire du bon design. Mais par contre, si on considère que, si certains peuvent considérer que la biodiversité est à la marge, d'autres comprennent que ça peut avoir un fort impact sur la robustesse de leur exploitation, voire sur la fertilité aussi, et notamment au niveau de l'humus. La biodiversité, c'est pas que les renards dans les haies et les oiseaux dans les arbres, quoi. Donc pour autant, on ne peut pas le mesurer à ce stade, même si, en tout cas, il y a des services de l'université qui sont en train d'y travailler. Donc on ne détecte pas non plus les services qui sont rendus au reste du bassin versant, dans son ensemble, donc dans un sens un peu plus urbaniste, territorial, voire sociétal. Dans ce cas, c'est plutôt mon scénario qui a le meilleur impact de manière générale, donc sur local et extra-local, puisqu'on a une combinaison de mesures préventives en amont et des mesures d'atténuation en aval, y compris au niveau des voiries et des ruisseaux, parce que j'avais parlé des chemins surélevés. Et ça ne tient pas compte non plus du fissurage, donc fissurage / sous-solage. Et à ce propos, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos sur ces techniques qui sont sur ma chaîne YouTube, et que je mettrai dans la description. Donc la technique du fissurage en keyline est utilisée de manière extensive dans mon scénario. Et pour autant, ça ne consomme pas un seul mètre carré de terre cultivable. Donc en fait, on pourrait avoir beaucoup plus d'efficacité. Donc on aura encore une atténuation de l'érosion qu'on ne sait pas calculer ici, pour un impact, une emprise au sol de 0. Donc ça voudrait dire qu'en fait, dans le troisième graphique, ou dans la consommation des terres, ou la comparaison des consommations de terre par rapport à l'efficacité de mes mesures, en fait, on réduirait, on augmenterait fortement l'efficience, et ce qui n'est pas représentatif ici. Donc je vous invite vraiment à mettre tout ça en relation par rapport à l'hydrologie régénérative, c'est très important. Donc ensuite, une autre petite subtilité, c'est que la modélisation ne mesure pas l'aspect stratégique des consommations en hectares. Alors là, je m'explique. Ce que le modèle fait, c'est qu'il tient compte de la consommation de surface par les mesures, mais il ne peut pas le qualifier. Donc, par exemple, si une mesure est mise sur une mouillère, le modèle ne le voit pas. Mais c'est une perte de surface cultivable qui est en réalité très peu impactante au niveau du rendement agricole, puisque de toute façon, c'est pas vraiment une surface qu'on sait cultiver ou qui est utile, enfin, c'est plutôt une zone à problème qu'autre chose, quoi. Et le changement de sens des cultures n'est pas non plus pris en compte. Donc, enfin, bon, là, on est sur une modélisation qui ne travaille que dans le sens uniquement technique. Donc, par exemple, si mon scénario a un effet sensible sur l'ensemble du bassin versant, quelles en sont les conséquences sociétales, voire économiques, on ne sait pas. Bien entendu, ce sont les limites
de toutes les études, mais il faut pouvoir les poser. Donc le modèle Russell, il faut bien comprendre que c'est un modèle qui n'inclut pas les aspects socio-économiques ni écologiques. Et comparer des solutions sur d'autres aspects que l'érosion, ça nécessiterait un approfondissement de ces solutions sur les aspects qu'on veut et qu'on peut comparer, évidemment. Donc beaucoup plus de complexification. Par contre, ça inclut tous les changements de couverts, donc tout ce qui est miscanthus, couverts végétaux, l'inclusion des fascines, qui sont, faut pas oublier que leur solidité est assez faible sur le moyen terme. Et voilà, donc c'est ce qui veut dire qu'on a encore aussi un boulevard pour de nouvelles solutions et des implications toujours plus innovantes. Donc pour repasser du mode Technics au mode Lego et puis au mode Duplo, donc du plus complexe à la simplification, j'avais envie de vous montrer deux petits diapos qui vont aller sur une vulgarisation plus généraliste. Donc je vais illustrer et différencier que les pratiques culturelles usuelles avec les mesures qui sont issues de l'hydrologie régénérative en termes d'alternatives agricoles et d'ouvrages hydrauliques. Selon le résultat, si on les lisse fort, pour parler dans les grandes lignes, on peut dire qu'environ 60% des ruissellements est capté par les couverts végétaux et par la quantité d'humus, etc. Donc les pratiques culturales et les pratiques du sol, donc l'agriculture régénérative, l'agriculture biologique, le non-labour, etc. Donc ça va couvrir toutes les pratiques au niveau du sol, ça va couvrir les situations qu'on rencontre le plus régulièrement. Les pluies d'hiver qui sont longues, les orages normaux, les hydratations estivales classiques, tandis que 70% des mesures de type hydrologique ou hydraulique sont évidemment fonctionnelles en toute situation. Ça, évidemment, mais elles vont surtout, parce qu'on cherche d'abord à infiltrer dans le sol, ça fait partie, l'infiltration dans le sol fait partie de l'hydrologie régénérative, évidemment. Là, je vais plutôt parler de différencier avec des ouvrages hydrauliques ou tout ce qui n'est pas vraiment agro pur, quoi. Donc 70% des mesures sont fonctionnelles en toute situation, mais elles vont surtout venir traiter les problèmes en plus dans les cas exceptionnels. Donc les pluies abondantes et continues, les orages forts, sur-sol sec, les saturations totales des sols, mais aussi les réserves et le stockage en cas de sécheresse, les événements d'incendie, les barrières anti-feu, etc. Donc quand on pousse le modèle, en fait, on voit que tous les aménagements un peu plus techniques vont couvrir en fait tout ce qui n'est pas couvert par les pratiques agronomiques au niveau du sol. Donc l'érosion est captée aussi, évidemment. Donc n'oublions pas qu'il y a aussi la réduction du ruissellement grâce au couvert, mais aussi le guidage du ruissellement. Ça c'est important. Par exemple, la solution du fossé à redans qu'on a ici, qui est une image de Permalab, d'ailleurs, une réalisation d'image de Permalab, et merci à eux de bien vouloir me laisser l'utiliser. Ça sert de guidage de ruissellement tout en atténuant son énergie. Et l'énergie du ruissellement, c'est encore un autre moteur de l'érosion hydrique, et c'est aussi ce qu'on voit dans les premières photos de début, là où les microsillons guident l'eau directement vers le bas, avec une accélération significative et potentiellement pas du tout positive, quoi. Dernier slide sur la vulgarisation de premier niveau, j'ai envie de dire. Là, je reprends, en fait, je dis la même chose, j'ai juste mis ça dans un tableau un peu plus dynamique. Donc on a une logique en 3 étages pour une compréhension plus large. Donc si on prend 100% des événements hydrologiques et des ruissellements, d'abord, je vais traiter... le total, c'est que environ 90% des épisodes de ruissellement peuvent être maîtrisés. Donc si on prend mon scénario, par exemple, prenons mon scénario puisqu'il est le plus complet, avec ce scénario-là et les pratiques agronomiques durables, on est capable d'absorber 90% des épisodes de ruissellement et aussi d'atténuer fortement l'effet des sécheresses. Donc ça c'est très important, donc je reprends 60% qui sont pris en charge par les pratiques, donc sol avec couvert, pratiques culturales non labour, qui génèrent une hausse d'humus, des bandes enherbées, ça absorbe toujours 60% de nos ruissellements érosifs et on a un résultat plutôt à l'échelle de la parcelle. Ensuite il nous reste 40%. Et c'est là que les ouvrages hydrologiques, les haies, les noues, les mares, les redans, les fossés végétalisés, les keylines, prennent le relais et gèrent environ 70% de ce reste, donc 70% de ces 40%. Donc, je pars du principe que ça représente à peu près 3 quarts, donc ça va gérer 30% du total. Donc, ce qui équivaut à peu près à 30% du total, donc des 50%, des 100%. Donc, on prend 60%, on ajoute 30%, on arrive à 90%. Mais je voulais quand même bien vous montrer qu'en fait, si les couverts gèrent 60% des événements
de type moyen, il reste quand même 40% à absorber, à atténuer, à gérer, à prendre en charge, quoi. Donc là, on est plutôt à l'échelle des parcelles, mais aussi du bassin versant. Et on arrive à 90% d'épisodes maîtrisables. Alors, les 10% qui restent sont des événements d'exception. Donc, traiter tout à 100% est quasiment impossible parce que de un, on ne peut pas tout prévoir. Et de deux, ça coûterait trop cher et ça pénaliserait le quotidien pour des périodes de retour qui sont beaucoup trop longues. Une période de retour, c'est une période entre lesquelles on a deux événements extrêmes. Donc ça va être 50 ans, ça peut être 100 ans, des grosses pluies de 300 mm en une demi-heure, tous les 100 ans, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner en fait que ce sont des événements qui ne sont pas rentables. Ça coûte plus cher de les anticiper, de les placer, que la réparation des dégâts quand ils arrivent. Parce qu'il faut aussi pouvoir les entretenir. Donc les installer, il y a ça, mais il y a aussi l'entretien. Donc le coût des aménagements, en fait, pour des périodes de retour qui sont aussi longues, est exponentiel, le coût d'aménagement et d'entretien. Et donc, dans les ouvrages d'art, donc les digues, les élargissements des berges, la période de retour maximum calculée de 20 à 50 ans environ. Bon, alors évidemment, là on est sur des changements climatiques, donc il va quand même falloir qu'on fasse plus d'efforts, mais on peut déjà absorber beaucoup tel quel. Voilà, donc il faut bien comprendre que tous ces ouvrages ne remplacent pas un sol couvert, donc il ne faut pas pour autant placer des ouvrages et garder un sol nu, donc ça se complète avec un sol qui est déjà bien protégé. Alors conclusion sur les scénarios. Pour conclure ces différentes approches, ce sont des résultats qui dépendent du modèle. Le scénario 5 va surtout travailler sur les effets, mais ça peut être un indicateur compréhensible et saisissable pour certains décideurs ou certains entrepreneurs. Comme ce résultat est objectivé et abordable par les agriculteurs, plutôt conventionnels, par rapport à la surface occupée, c'est un vecteur possible de convaincant pour eux. En tout cas, c'est une porte d'entrée, mettre le pied dans la porte, ça permet peut-être d'aller plus loin, de continuer à évoluer. Le scénario 105, lui, a un effet réel, mais dans certains cas, il peut s'avérer moins efficient à l'échelle globale, et parce que le placement des solutions est moins stratégique. Donc il faut aussi pouvoir se concerter, étudier les effets des mesures avec les acteurs de terrain pour obtenir la meilleure efficience possible en contextualisant là où on place les mesures techniques. Et enfin le scénario 10 qui est le maximaliste, et que voilà, j'ai énormément travaillé sur le kill and design, c'est sur quoi c'est basé, donc j'ai appuyé sur la prévention des causes et l'atténuation des effets, tout en mettant des mesures à forte consommation de surface à des endroits peu impactants. Quand c'est des mesures à forte consommation de surface, virgule, ce sont des endroits qui sont peu impactants pour l'agriculteur. Donc ça, il faut bien en tenir compte. Et ça, le modèle ne peut pas le voir. Donc voilà, ce n'est pas reflété par le modèle, donc c'est pas une subtilité auquel on a accès pour l'instant. Donc c'est en même temps, bon, ça laisse une belle marge de manœuvre pour le travail possible et aussi sur l'amélioration des indicateurs et des mesures à venir, parce que j'espère qu'il n'y aura pas que cette étude-là. En tout cas, les effets observés vont bien au-delà des parcelles et ont un résultat bénéfique sur toute la zone concernée, mais aussi de manière plus générale sur le bassin versant et sur l'aval. Pour faire une grande conclusion sur la modélisation, on a des modèles qui sont évidemment limitants, c'est leur nature, mais on voit de vrais changements qui sont rapides et conséquents. Donc c'est vendeur, c'est vendable, et moi je pense que c'est vraiment la principale chose qu'il y a à retenir de ça. Et il faut qu'on ait des indicateurs plus affinés, et en espérant qu'on puisse le faire rapidement. Alors je voudrais mettre encore une conclusion aussi sur le keyline et l'hydrologie régénérative. Il faut travailler sur une planification complète, quitte à soustraire de la surface, parce qu'il ne faut pas hésiter à soustraire de la surface, mais soustraire la surface qui est stratégiquement intéressante ou stratégiquement inintéressante. Ça a un vrai effet qui est encore peu objectivable, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à travailler dessus dès qu'il y a une opportunité, parce que de toute façon l'effet il est là, il est vrai, il n'est pas forcément objectivable ou mesurable dans un contexte plus conventionnel, mais il est réel et il a un impact. Sa standardisation est encore compliquée, puisqu'en fait ce sont des solutions qui sont dimensionnées, qui sont positionnées à des endroits qui sont stratégiques, et donc pas toujours facile. Il faut connaître un petit peu toutes les techniques en même temps, savoir où est-ce qu'on peut les placer, pouvoir lire un paysage, pouvoir le catégoriser, pouvoir le façonner dans son ensemble, mais aussi de manière locale, pour arriver à avoir une combinaison et une relation entre toutes ces techniques qui est utile et intéressante, parce que sinon on risque de faire du contre-productif. Et c'est un impact qui est multi-acteur, donc on est aussi sur un impact qui est non pas seulement agricole, forestier, local, mais aussi sociétal et urbanistiquement. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va passer aux questions. J'ai mis des crédits ici sur le dernier slide.
Et j'ai mis aussi les sources dans le tout dernier slide. Alors si vous voulez aller voir toutes les sources, vous pouvez faire une capture d'écran, je mettrai ça sur le replay de toute façon. J'ai pris des sources, voilà, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis déjà de quoi, des choses sur lesquelles vous pouvez mettre. Voilà, j'ai pas tout mis, mais bon, il y a déjà 2-3 petites choses sur lesquelles vous pouvez vous baser. Et je remets ici les crédits parce que je voudrais retourner maintenant sur les questions que vous pourriez avoir. Alors, il y a une question qui est, lors de la plantation d'un verger haute tige, l'orientation conseillée des rangées d'arbres est le nord-sud, évidemment. Mais dans le cas où les différentes courbes du terrain sont est-ouest, que faut-il privilégier lors de la plantation des arbres haute tige? Alors, il y a différents types de plantation, types de vergers. Alors, si c'est un verger pâturé, eh bien, on s'en fout, parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut déjà savoir qu'un verger va être parfois, pas toujours, mais parfois, bon, ce sont des arbres fruitiers classiques, hein, je vais parler de pommes poires, pas, je ne vais pas parler d'amandes, je ne vais pas parler de noisettes, c'est encore, c'est encore différent, mais dans le cas d'un verger pâturé, ça n'a pas d'importance, puisqu'en fait, les bêtes vont brouter partout. Et donc, nous n'aurons pas cet effet de ligne du fait du passage des machines et du fait qu'elles ne vont pas passer en damier, donc en quadrillage. Et donc, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Si c'est indispensable de planter dans ce sens-là, pour diverses raisons, parce que vous pouvez aussi planter dans l'axe vertical du terrain en récoltant toutes les eaux avec un chemin collecteur qui va vers un chemin directeur, etc. Vous pouvez soit utiliser ce chemin-là, soit si vous êtes obligé de cultiver dans l'axe nord-est-ouest, et que vous êtes plein de soleil, vous pouvez simplement écarter les bandes, en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai une question aussi qui vient sur la demande par rapport à la mission. En fait, la demande, c'est moi qui avais dit à l'université, tiens, c'est intéressant, moi j'ai un problème pour l'objectivation des méthodes que j'utilise en hydrologie régénérative et en keyline design. Si vous avez quelque chose à me mettre sous la dent, ben, je travaille volontiers dessus, comme ça nous permettra de faire une petite collabo et d'avoir du résultat, et vous d'avoir peut-être un peu plus d'innovation dans le type de résultat que vous pouvez obtenir. Et donc c'est comme ça que ce projet a été mis en place, et donc ça s'est passé tout à fait gratuitement et de manière tout à fait collaborative. J'ai pas plus de questions pour l'instant, mais vous n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou à me contacter, il n'y a vraiment aucun problème, et j'y répondrai avec plaisir. Si jamais c'est en commentaire, c'est toujours plus intéressant parce que ça permet aussi de faire bouger un petit peu la vidéo, mais aussi d'avoir une réponse collective à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par vos questions. N'hésitez pas, vos questions sont toujours intéressantes. Et il n'y a pas de questions bêtes. Bon, ben, je vous remercie. Je vous invite à aller voir mon site. Je mets toujours plein de ressources dessus. Mon site, mes réseaux, je suis un peu partout sur ma chaîne YouTube qui a un petit peu un manque d'activité depuis un an, mais tout doucement, je vais m'y remettre. Et ben, je vous dis à bientôt et je reste toujours disponible pour les questions et les idées nouvelles. A plus.